Les 15 premiers jours, c'est la survie. Ok. Où en fait, ton corps, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, tu commences à ramer 15 heures de suite et tu vas le faire pendant 3 mois. Le corps, il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Manque de sommeil. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je vous propose de vous sortir de votre zone de confort pour embarquer dans l'univers d'un aventurier un peu fou, mais dans le bon sens du terme. Cyril Desrémaux, aventurier franco-américain et premier homme à traverser l'océan Pacifique en kayak en solitaire sans assistance, fait partie de ces explorateurs modernes qui repoussent les limites du possible. Il a aussi traversé l'Atlantique en kayak, établi plusieurs records et inspire par son goût du dépassement. Que ce soit en ramant sur des milliers de kilomètres ou en affrontant des tempêtes, il incarne l'audace, la résilience, une soif de liberté assez rare. Derrière ses exploits, il y a une discipline de fer, un mental d'acier et un vrai goût du défi. Alors en l'invitant, j'ai envie de comprendre ce qui pousse un homme à affronter seul l'immensité des océans. Et surtout, ce qu'on découvre sur soi quand on se retrouve face à rien sauf soi-même. Salut Cyril. Salut Laurent. Bon Cyril, je suis ravi de t'accueillir. J'ai devant moi un aventurier un peu fou. Est-ce que je dois te qualifier comme ça ou pas ? Non. je suis un gars normal. Ouais. C'est vrai que je suis normal, hein. Franchement, je suis. Mais j'ai des rêves. Je suis un grand rêveur. Ouais. Et j'y vais. Je suis mes rêves. Eh ben, écoute, tu vas nous prouver que tu es normal. En tout cas, tu as 2 jambes, tu as 2 bras. Donc jusque-là, tout va bien. Cyril, je disais, tu es un aventurier qui a quelques records à ton actif. Tu as traversé à plusieurs reprises l'Atlantique en kayak. Est-ce que tu veux bien, en quelques minutes, nous présenter qui est Cyril et de quoi on va parler ce matin-là ? Ouais, alors, déjà, à la base, les records, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment pas l'important. C'est bien parce que les entreprises, si tu fais des conférences, etc., c'est bien, c'est bien d'être dans le bouquin du Guinness, le record Guinness, mais alors j'ai traversé 2 fois le Pacifique. Le Pacifique, c'était d'abord en bateau d'aviron, dans une équipe à 4. Okay. Ça, c'était le premier record en 39 jours. Alors, on dit le Pacifique, mais c'est vraiment le Mid-Pacifique. C'est la moitié du Pacifique. Donc, c'est de la Californie jusqu'à Hawaï. Et 39 jours, en bateau à rame, tu rames 2 heures, tu t'arrêtes 2 heures, tu rames 2 heures, toute la journée, toute la nuit. Donc, ça, c'était une belle expérience. À 4. Mais quand on dit 39 heures, c'est ça ? 39 jours. 39 jours, excuse-moi. Quand on dit 39 jours, c'est un exploit ou pas ? Enfin, pour qui ouais. Bah, en fait, c'est une discipline parce que le record était 42 jours. Okay. Et pour pouvoir battre ce record, les secondes comptent. Sont précieuses, quoi. Ouais. Le climat, les secondes, l'esprit d'équipe, les initiatives, j'imagine tout ça, quoi. Ouais, tout ça. Et puis c'est une aventure humaine, expérience géniale, quoi. Donc ça, c'était la première en 2016. Okay. T'avais quel âge à l'époque ? J'avais 20, c'était 30 ans, comme ça, ouais. Non, plus que ça, qu'est-ce que je dis ? 38 ? 38, ouais. Okay. Et 2 ans après, je me suis dit, allez, est-ce que je pourrais le faire en kayak ? Alors, il y a une grosse différence entre le bateau d'aviron, où il y a 800 traversées en aviron, dont 230 en solitaire, et en kayak, où en fait, il y a que 4 personnes qui avaient traversé des océans. Donc, on passe de la moto au vélo, quoi. Ouais, c'est vraiment différent. Le bateau est beaucoup plus petit, le confinement dans la cabine est beaucoup plus petit, t'es beaucoup plus vulnérable avec les vagues parce que le cockpit va se remplir en 2 secondes. Bon bref, il y a une difficulté supplémentaire et là, je me suis dit, est-ce que je peux le faire avec l'expérience que j'ai eue de la traversée en avion ? Est-ce que je peux le faire ? Et donc j'ai traversé le Pacifique en 91 jours, avec une deuxième tentative. La première tentative, je me suis fait secourir au bout de 6 jours. Par les gardes-côtes. Bon, j'ai eu des pépins, on pourra en parler. Et en 91 jours en solitaire. Donc, l'expérience, c'est quoi ? C'est en solitaire, tout seul, sans assistance. Il n'y a pas de bateau qui me suit pendant toute la traversée. Et à force humaine, 100% force humaine. Donc, pas de cerf-volant, pas de moteur, bien sûr. Voilà. Alors, on y reviendra sur ces sujets-là. Ouais. Après, ça, c'était le Pacifique. Ouais. Après, j'ai fait l'Atlantique. Ça, c'était il y a 3 mois. Qui est encore plus dur, du coup ? Alors, oui, c'est plus long, mais ça en distance, mais ça m'a pris moins de temps. Ça m'a pris 3 semaines en moins. Parce que quoi, les marées, les courants, tout ça. Alors c'est plus dur, tout est dur. Hein. Ouais. Dans ces cas-là, tu peux comparer des montagnes, mais ils ont chacun leurs difficultés. Bien sûr, ouais. Après, l'expérience que j'avais de la première traversée m'a énormément aidé pour pouvoir gérer un peu mieux, quoi. L'apprentissage. Alors, attends, avant de rentrer dans le détail de tout ça, là, qui me paraît assez passionnant, moi, ce que je voudrais comprendre, c'est donc, toi, t'es franco-américain. Ouais. T'as quelques origines lilloises, c'est ça ?
Ouais, je suis lillois. T'es lillois. Saint-Guerre-en-Mélantois, moi, je suis. Et ouais, à donc, côté, donc on a un recordman lillois qui est parmi nous aujourd'hui, c'est cool. T'as aujourd'hui donc 48 ans. Euh, qu'est-ce qui t'est passé par la tête parce que tu avais une vie classique, on va dire, auparavant. Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé pour la tête pour aller vivre, aux États-Unis, peut-être deux, avoir l'envie d'aller chercher, non pas des records, mais des défis humains comme ça. Pourquoi t'es allé chercher ça, en fait? Alors, c'est une grosse question. En fait, il y a le côté personnalité, il y a le côté opportunité. Je pense que j'avais pas le plan de faire dans le bouquin, quoi. Ou de faire des traversées comme ça, c'était pas moi. Moi, j'ai fait du foot toute ma vie. Moi. Ouais. C'était mon sport, tu vois. On va sur le petit terrain à côté, dans le PVL, et puis voilà, quoi. Ouais. Et en fait, on est la somme de toutes les décisions qu'on prend au fur et à mesure de notre vie, d'accord. Donc, moi, ce qui gère mes décisions, en fait, c'est vraiment l'excitation. Ah, j'ai envie de faire ça. C'est le coup de cœur, l'envie. Et donc, je me suis laissé porter un peu par la vie au fur et à mesure. Donc, non, mais t'aurais pu vouloir faire autre chose que du kayak. Ouais, mais j'aurais pu, et peut-être que je le ferai encore. Enfin... Pourquoi le kayak? À un moment donné, tu dis, tiens, je vais faire du kayak? Ouais, moi, j'ai commencé le kayak à 32 ans, quand j'ai déménagé en Californie. Ouais. J'avais jamais fait de kayak avant. Okay. Moi, j'ai fait un peu de planche à voile, on allait en Bretagne, mais pas beaucoup. Et voilà, quoi. J'ai commencé avec la pirogue polynésienne, tu vois, les pirogues hawaïennes où on est 6, et des courses de 6 km. Ensuite, allez, l'équipe dit, on va se faire cette course, c'est 15 km, on va se la faire. Et puis 2 ans après, il y a la course... un peu qui est la course phare qui s'appelle la Molokai Hoe à Hawaï. Allez, c'est 43 000 nautiques entre l'île de Oahu et Molokai. Allez, on va se préparer ça. Je l'ai fait 4 fois, j'ai adoré. Et au fur et à mesure, en fait, je repousse un petit peu mes limites de confort, et puis je me rends compte que j'adore ça, quoi. Tu dépasses tes limites et là derrière il y a un truc incroyable, c'est tu te sens vivant mais grave, quoi. Mais alors à moindre niveau, je pratique la course à pied depuis 2 ans. Ouais. À moindre niveau que tes exploits, je le précise quand même. C'est vrai que la notion d'aller toujours un peu plus loin, de frôler un peu plus parce que tu parlais de record, repousser un peu le truc, c'est grisant. Mais la question qui pourrait se poser aussi, c'est de se dire, c'est quoi ma limite, quoi. Ah ouais. Ah bah j'ai pas encore de réponse. Oui, parce que t'as pas encore de limite. Ouais. Alors attends, mais après entre les courses de 40 km, ensuite c'était des courses de 800 km dans le Yukon. J'ai fait 3 fois cette course. 800 km, Ouais. Donc là c'est des courses de 50 heures. Tu vois, en kayak. Donc jusqu'à ce que tu dises, bon bah allez, j'adore ça, et tu acquiers une certaine expérience, quoi. Gestion du mental, gestion de la nutrition, de l'hydratation, le bon technique, etc. Et en fait la question c'est quoi? C'est vraiment pourquoi pas, et surtout pourquoi pas moi, parce qu'on se met nos propres barrières en disant mais moi je suis pas comme ça, moi je suis pas un... Et pourquoi pas? Pourquoi tu serais pas ce gars là qui va faire ça? Mais qu'est-ce que tu as prouvé à ce moment-là? J'ai rien à prouver, c'est vraiment le cœur qui parle. En disant... Oui, mais t'as le pourquoi moi, pourquoi pas moi plutôt, fait que c'est une forme de confiance qui est nécessaire, qui est évidente et qui est saine, en fait. Tu vois, c'est évident. Mais au fond, tu pourrais te dire, je suis capable de le faire, mais je le fais pas, mais je suis capable de le faire, tu vois. Mais toi, tu passes à l'acte. Qu'est-ce qui fait que tu passes à l'acte? Je sais pas ce qu'il fait, c'est ma personnalité. Et il y a le côté américain. Alors, donc, j'ai déménagé aux États-Unis à 32 ans. Ouais. Je suis très français, mon cœur est français, tout ça. Mais il y a quand même une énergie en Californie où t'es entouré de positifs. C'est pas une légende, quoi. Ah non, c'est pas une légende. C'est pas une légende. Et moi, je crois dur comme fer que t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et mes potes, mais ils ont toujours un VTT dans le coffre, avec, allez, on se fait ça, et puis on se fait un truc de nuit, et puis, tu vois. Et à la fin, c'est quand tu dis, allez, je ferais bien ça, bah, vas-y. Ok. Vas-y, fais-le. Ok, on te soutient. Voilà, c'est ça. Et c'est hyper positif. Ça te fait pousser des ailes, quoi. Et donc, bon, après, je me suis pas réveillé en disant, je vais traverser évidemment, en solitaire. C'est un long cheminement, j'imagine. C'est vraiment une progression, mais est-ce qu'il y a des limites? Là, je pense que quand même les limites, j'y suis arrivé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de trouver un peu de la nouveauté, parce que c'est vrai que c'est marrant, l'Atlantique, c'était un peu moins kiffant que le Pacifique parce que je gérais plus. Ah oui. C'est marrant ça. C'était moins finalement sur le côté prise de plaisir à te laisser aller, mais plus sur le contrôle à avoir. Comme j'avais l'expérience des 90 jours en haute mer. 70 jours, ça me paraissait tout à fait atteignable. Ouais. J'avais fait des tempêtes avec 30, 35 nœuds de vent.
Donc du 28, ça allait quoi. Et cette sécurité que j'avais, ont fait qu'en fait, j'avais un petit peu moins de plaisir. Donc bon, la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu de la nouveauté. Alors bon, bah, après c'est quoi 3 mois en mer, tu peux faire le tour du monde en kayak, mais bon, il faut s'arrêter à un moment. On va y revenir là-dessus justement parce que, alors, dans un épisode précédent, j'ai reçu Christelle Robert qui me disait, ou en tout cas, on se posait la question que se connaître profondément, ça changeait tout. C'est le plus important. Est-ce que tu te connais? Ouais, alors en fait, surtout quand t'es en solitaire, tu dois avoir cette conscience de toi. Et là, donc, en anglais, on dit self-awareness, ok? Et c'est d'être conscient que tu es conscient. Quand tu t'observes dans ta conscience, et c'est le plus important parce qu'au niveau mental, émotionnel et physique, il y a personne d'autre qui va te dire où t'en es. Même quand tu perds ta lucidité, parce que parfois on peut perdre sa lucidité et finalement faire une erreur, quoi. Ouais, alors il faut savoir que, allez, je suis en train de commencer à avoir des hallucinations, je suis en train de commencer à être trop émotionnel. Je pense pas avoir perdu ma lucidité. Mais t'es conscient limite d'avoir des hallucinations, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ok. Comment tu les gères? Parce que tu vois quoi finalement? Des grosses baleines, des gros trucs? Ouais, bah tu te rends compte que la réalité change, que le temps passe d'une façon différente. Ça fait 4 heures que tu rames et t'as l'impression que c'est 10 minutes. Okay. Ou tu vois, pendant 2 heures, je me parle tout seul à haute voix. Et j'en suis conscient. Ouais, ok. Et tu te dis, ok, là, il faut que je fasse attention, tu vois. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais une personne sur Terre, mon contact terrestre, qui était crucial. Et je lui envoyais toutes mes pensées. Parce que du coup, t'as traversé, là, qui a duré le plus longtemps possible, c'est 3 mois, c'est ça, hein? Ouais, 91 jours. Ouais. 91 jours. C'est celle qui consiste à traverser donc en kayak. Donc tu me disais tout à l'heure en préparant l'interview que tu voulais apporter une petite différence sur le kayak inversé, sur le kayak. Oui, c'est pas un bateau d'aviron. C'est pas un bateau d'aviron où tu rames à l'envers. Ouais. Là, tu rames devant, donc tu vois devant ce qui se passe à la force de ton buste, de tes bras, j'imagine. Ouais. Et t'es vraiment près de la mer, enfin près du sol, j'allais dire près ras de l'eau. Ouais. Okay. 3 mois. Ça doit être super long, 3 mois. Sans être debout, vraiment, sans marcher. Donc, au bout d'un jour, tu vois plus la terre. Donc là, t'es tout seul. Tu vois plus d'être humain pendant 3 mois. Tu flottes. Et puis, en fait, la différence, c'est quoi? C'est le choc que t'as en partant de terre d'une vie où t'es connecté, hyper connecté. Donc, t'as les réseaux sociaux, surtout avant le départ, t'as la presse qui arrive, la télé, machin. Voilà. T'as les emails, le téléphone, t'as les encouragements. Ton ordinateur, tout ça. Et du jour au lendemain, tu passes à un endroit où tu es tout seul. Tu dois gérer ton émotionnel, machin. Mais surtout, tu changes de nourriture. Tout à coup, tu es confiné dans la cabine. Tout à coup, la nuit, tu dérives et puis tu te réveilles toutes les heures parce qu'en fait, il faut voir s'il y a des porte-containers qui arrivent. Tu as les animaux, tu peux avoir des baleines qui passent, les requins. Les 15 premiers jours, c'est la survie. Où en fait... ton corps, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu commences à ramer 15 heures de suite, et tu vas le faire pendant 3 mois. Comment est-ce que tu fais pour te préparer physiquement pour ça? Tu changes de nutrition parce que en fait, la seule nourriture que je peux prendre, c'est presque la lyophilisée parce que ça doit être léger, haut apport calorique. Je mange 4000 calories par jour. Et 4000 calories quand même. 4000 calories. Ouais. Et bon, je mange toujours froid parce que je vais pas réchauffer, sinon je pourrais me brûler avec, voilà. Donc le corps il dit mais attends mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Mais manque de sommeil. Bah ouais. Mais comment tu fais pour finalement développer j'imagine qu'il y a un travail de projection de vision, c'est-à-dire qu'avant de prendre le départ, 15 jours, un mois avant, j'en sais rien, tu te projettes déjà, tu imagines un petit peu ton plan. Comment tu fais? Ah oui, c'est 2 ans avant. Hein. C'est la préparation, c'est le plus important. Oui. Comment est-ce que tu fais pour te préparer physiquement? Quel est le matos qu'il faut avoir? Voilà, le bon matos. Et puis le mental. Comment est-ce que tu fais pour te préparer? Surtout quand tu l'as jamais fait. Même si j'ai traversé un océan à 4, tout seul, ça change tout. Ça change tout, ouais. Voilà, donc comment est-ce que... C'est ça la grosse question. Quand tu pars comme ça, donc tu vois au large les gens qui commencent à partir, donc tu te sens effectivement seul au bout d'une journée. C'est libérant. C'est libérant, mais tu te dis pas à un moment donné, merde, je fais une connerie, je reviens en arrière. Ah non, il y a pas moyen. Ah non, tu dois être à 100%. Tu peux pas te tromper. Ouais. T'y vas. Ouais. T'y vas. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits par l'idée de faire une aventure comme ça, mais par nature, tu seras démotivé avant si c'est pas 100%.
Je dis souvent, il n'y a que celles et ceux qui pratiquent un sport à part entière qui peuvent comprendre finalement ce qui se passe. Est-ce que les gens te regardent pas comme un aventurier un peu fou? Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est quoi la quête? Pourquoi il fait ça? Tu vois? Oui, oui, mais, certainement. Enfin, j'imagine qu'effectivement, il doit y avoir un peu du jugement de certaines personnes. Mais est-ce que finalement, tu as la réponse par rapport à tout ça? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta quête? C'est le goût de l'aventure? C'est quoi? Par rapport à la vision des autres, ce qu'il faut, c'est en faire fi, ne pas les écouter. Alors même que ce soit positif ou négatif. Simplement, il faut comprendre qu'ils regardent la situation avec leur propre filtre, leur propre expérience, et c'est pas la mienne. Voilà. Donc par rapport au niveau des risques, moi je pense pas que oui, il y a des risques, mais j'arrive à les mitiger par les actions que j'ai. Voilà. Après, pourquoi est-ce que je le fais? C'est difficile à expliquer. Soit c'est en moi. Tu vois, tu te demandes pas à David Bowie pourquoi il chante. Enfin, Picasso, il devait peindre. Alors, d'une certaine manière, moi, j'ai soif d'aventure, et puis je peux le faire, je le fais, et je le suis mes rêves, et je me sens vivant quand je le fais. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une réponse au pourquoi? Bah, pas forcément. T'as raison. Alors, projette-nous un petit peu là sur 3 mois de traversée. Donc, t'as vécu des moments de joie, des moments de doute, de peur, de crainte. Enfin, t'as eu un panel, j'imagine, d'émotions de dingue. C'est quoi? J'allais dire ta journée classique, il doit pas y en avoir tous les jours des classiques, mais comment ça se passe? Comment tu fais face finalement à un danger? Amène-nous un peu sur ton kayak là. Alors 3 mois, c'est long, hein. Regarde ce que tu fais en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Tous les gens que tu vois, les endroits où tu vas. Et moi, tout ce que je fais, c'est kayaker, tu vois. Ramer. Tu rames. Et donc, j'ai perdu beaucoup d'expérience, mais j'ai appris énormément sur moi-même. Et c'est surtout ça, c'est tous les apprentissages. Alors 90 jours, tu peux avoir tous les temps, tu peux avoir des tempêtes, tu peux avoir des temps plats. 80% du temps, le temps est bon. Hein. On pense qu'il y aura des tempêtes et des vagues énormes, mais en fait, c'est peut-être 15-20% du temps. Okay. Là, il faut les gérer quand ça arrive. Il faut gérer tes peurs, il faut gérer ces situations, mais en fait, si tu sais que ça va passer, voilà, t'arrives à gérer quoi. Après, au jour le jour, bon, moi je me réveille avec le soleil parce qu'il faut que j'utilise toute la journée. La nuit, je ne rame pas, d'accord. Simplement parce que je vois pas les vagues qui viennent. Donc, tu te laisses aller. Moi c'était la sécurité d'abord. Je suis toujours attaché, même avant de sortir de la cabine, je m'attache. Et ça commence par mon petit déjeuner. Je regarde un petit peu le temps. Je reçois les nouvelles de mon routeur météo, et qui me donne en fait les 3 prochains jours. Donc je sais la force du vent, si elle va augmenter, si elle va diminuer, je sais la taille des vagues, la direction. Il me donne un waypoint, donc c'est des coordonnées GPS, je le mets dans mon ordinateur, et voilà. Et après je fais 5 heures de rame, en sachant que je mange à peu près toutes les heures, quoi. Je bois énormément. Je m'arrête 1 heure à midi pour faire une petite sieste, mais en fait je dors pas vraiment, c'est juste pour couper la journée en deux. Je rentre dans la cabine et là je fabrique mon eau. Ah, tu fabriques ton eau. J'ai un désalisateur parce que je pourrais pas porter toute l'eau. Forcément. Le bateau est trop petit. Donc, désalisateur, il va me faire à peu près 4 litres d'eau en 1 heure. Ensuite, je repars sur le pont et dans le cockpit, je me fais encore 5 heures. Mes journées habituelles, c'est à peu près 10 heures. Voilà, j'essaie de pas faire beaucoup plus. Ça sert à rien parce qu'il faut se construire dans la durée. Oui, c'est ça. Et après, il y a toute une routine où en fait, je rentre dans la cabine, je dois enlever le sel que j'ai accumulé toute la journée. Donc j'ai une partie hygiène qui va me prendre à peu près 1 demi-heure. Tu vas voir, j'ai toujours des rougeurs, des petits bobos, des coupures, des coups de soleil, tout ça quoi. Et une fois que je suis à l'intérieur, après j'écris mon blog pendant 15-20 minutes. Je faisais une étude sur le sommeil, donc là je travaillais aussi là-dessus, j'envoyais toutes mes informations. Et puis la nuit tombe tout doucement. Alors j'en profite un peu, je regarde les étoiles. Et puis à partir du moment où je couche, là, tu t'endors, Alors je m'endors, mais pas vraiment, parce que je me réveille toutes les heures. Le processus, c'est le suivant. C'est en fait, j'ai un appareil qui s'appelle AIS, que tous les navigateurs connaîtront. C'est en fait qui envoie les coordonnées et les informations de mon bateau aux autres bateaux. Et je vois les autres bateaux aussi. C'est comme un radar, mais c'est... Ça permet d'éviter les bateaux, j'imagine. Voilà, donc un porte-container qui fait du 20 nœuds va me voir sur son GPS, quoi. Donc, le seul problème, c'est que c'est une onde radio, donc c'est maximum 20 ou 30 000 nautiques. Si c'est un temps plat, c'est 30 000 nautiques. S'il y a des grosses vagues, bon, la connexion se fait pas. Donc, en gros, si t'as un container qui fait du 20 nœuds, donc 20 000 nautiques par heure, et je peux voir jusqu'à 20 000 nautiques, ça veut dire que si j'ai un rayon de 20 000 où je vois qu'il n'y a pas de bateau,
je suis OK pendant 1 heure. Ouais, ah oui, OK, ouais. Voilà. Donc toutes les heures, tu dois vérifier qu'il n'y a pas un bateau. Il arrive. 20 000 nautiques, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, dont moi, c'est Bon, quoi c'est en termes de kilomètres? 35 km. 35 km. Ouais, 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 OK, pardon, ouais, ouais. ouais. Ouais, donc tu as un rayon de 35 km où tu dis, en gros, là, ça va pendant 1 heure, je suis tranquille. Ouais. Donc je dois vérifier. Mais ça va vite, hein. Dans 1 heure, il peut être sur moi. Alors, bon, l'ordinateur, il va me détecter, il va mettre une alarme en disant celui-là, il a même trajectoire. Ouais. Et par rapport à ta trajectoire, il y a un risque de collision. Ok. À ce moment-là, dès que je sens que c'est un peu ric-rac, je prends la VHF et puis je l'appelle. Je sais pas, container, là, le truc, il fait quand même 300 mètres. Moi, mon bateau, il fait 7 mètres de long. Ouais. Je suis un microbe. Oui, t'es un microbe, c'est clair. Tu t'es déjà réveillé le matin au calme, là, avec une baleine, ou je sais pas, des dauphins, enfin, t'as des images comme ça qui te reviennent, où tu te dis, mais incroyable, là, ce que je suis en train de vivre, je suis le seul à pouvoir le vivre, en fait. Ah ouais, en fait, ça n'a pas besoin d'être formidable. Y a un moment, une journée qui était exactement ça. C'était après 4 jours de gros temps. Ouais. Je me réveille et finalement, le temps est plat. Finalement. Et là, je sors, je prends ma GoPro, je vais filmer. Et je me suis fait rattraper par les émotions. Et pour parler un petit peu avec les auditeurs, en fait, là, je sors et puis l'air est déjà doux. C'est comme un vent, mais qui me caresse, tu vois. Alors déjà, j'étais fatigué, je sors, j'étais content. Et puis là, je vois les couleurs qui étaient fantastiques. C'est un lever de soleil, il y avait des nuages. Donc le lever de soleil, c'était, tu vois, un mélange de rose, de bleu, de jaune voilà. Et tout à coup, c'était le moment parfait. C'était d'une douceur. Et là, je commence à pleurer. Et c'était trop, trop fort. Et là, j'étais assis, je regarde 360 degrés. Et là, je me dis, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Tu vois. C'est le monde. Ouais, tout à coup, il y a un oiseau qui passe me voir, là. Fantastique. La magie de la nature. Ah, les oiseaux, je les ai vus tous les jours. Hein. Ouais. T'imagines, ça fait 1 mois et demi que je suis en mer, j'ai pas vu la terre depuis 1 mois et demi. Il y a des oiseaux qui viennent tous les jours. Énorme. Respect pour ces oiseaux. Qui sont venus pour toi. Non, mais c'est sûr. Ils venaient pour moi, pour check me out, pour voir si j'étais bien. Énorme. Tu les nourris? Non, même pas. Ah, pas du tout. Non, mais ils viennent, quoi. Ils sont là. Ouais. Curieux. Un peu curieux, ou bien parfois ils n'en ont rien à faire. Ouais. Ils continuent. Et puis, voilà. Excellent. Voilà. T'as frôlé la mort ou pas? Parce qu'on pourrait se dire, tu vois, c'est vrai que dans l'imaginaire, quand on l'a pas vécu, on pourrait voir le pire. Ça, c'est typiquement peut-être humain, j'en sais rien, de se dire, oh, mon Dieu, on a peur. Et donc, on pourrait effectivement se dire, mon Dieu, les jours de tempête, le truc qui s'est retourné, blablabla, etc. Mais néanmoins, j'imagine que tu as vécu des situations pas très confortables. Est-ce que tu as quand même frôlé la mort? Non, je pense pas. J'étais loin de mourir. Okay. Mais j'avais eu peur de mourir. Ma première tentative, donc je suis parti du Golden Gate, en dessous à San Francisco. 3 premiers jours nickel, et après il y a une tempête qui est montée, donc c'était du 20 nœuds avec des rafales 25 nœuds. Le lendemain c'était 25, rafales de 30, rafales de 50, 35. Et là, donc dans ces cas-là, je mets une encre flottante. Une encre flottante, c'est comme un parachute que tu mets derrière le bateau, qui fait que le bateau est perpendiculaire aux vagues. Et donc là, c'est pas la machine à laver, je me retourne pas. Et je suis resté 3 jours bloqué dans la cabine, et puis t'attends que ça se passe, quoi. Wow, et là, ça allait. En fait. Ouais, finalement, tu vois. Dit-il. Tu dors pas beaucoup, et puis c'est la machine à laver, mais tu te retournes pas. Jusqu'à ce que, en fait, la corde qui retient mon parachute se met dans mon safran, et puis là, le bateau commence à se mettre de travers. Il était 10 heures du soir, et là, je me tape des paquets de mer, des vagues, mais puissantes. Et donc là, j'ai cru, tu vois, que soudain, le stress augmente, quoi. Ça fait 3 jours que je dors pas, 3 jours que je mange pas, et pour tout est difficile, quoi. Donc mon niveau de stress était tellement que je pensais que j'allais mourir. Mais en fait, j'en étais loin, parce que, de fait, j'ai 3 solutions. 1, c'est d'aller plonger et de libérer le safran. Le bateau se remet. Mais bon, là, tu vois, c'était chaud. Même si je suis attaché, le bateau me cogne la tête, je suis mort. Le deuxième, c'était d'attendre, et je savais qu'il y avait une tempête encore pendant 3 jours. Et là, j'étais au bord de nerfs. Et la troisième solution, c'était en fait, ok, j'appelle les secours, c'est la sécurité en priorité, et c'est ce que j'ai décidé de faire. 3 jours après avoir fait un peu le bilan, je retourne chercher mon bateau, parce qu'ils viennent te chercher, ils laissent le bateau à l'eau. Ah ouais. Et en fait, mon kayak, qui s'appelle Valentine, comme ma sœur, il était tranquillou. Tu vois. Il attendait. Ben ouais. Et donc, là, tu te rends compte, si j'étais tombé dans les pommes pendant 3 jours, ok, j'avais pas mangé, pas bu, pas boire, pas dormi. Tu serais sur Valentine. Finalement, on sent, mais j'aurais été vivant, quoi. Ouais. Donc, c'était que dans la tête. Et là, tu te dis, comment je fais pour m'entraîner encore plus, mentalement, pour être bon? Et comment je repousse encore mes limites?
Ça, tu l'apprends sur le moment finalement, parce que la gestion du stress, elle est extrêmement importante. Ce bateau-là que tu as nommé Valentine, en lien Ma sœur, avec ouais. ta sœur, ouais. Okay. Bon, on est 5 enfants, donc il y a 4 garçons, une fille. Ok, ouais, bon voilà. C'était, au moins, je voilà. savais qu'elle allait bien s'occuper de moi. Voilà. Donc Valentine. Tout ça, ça a un coût quand même. Ça doit coûter un Ouais. bras, même deux. Ouais. Comment t'arrives toi à entreprendre cette initiative et à payer finalement ce bateau, cette traversée, ce sponsoring? Enfin, c'est quoi le modèle économique? Alors c'est des choix. Bah tu décides, hein, tu t'achètes une nouvelle BM, Ouais. ou bien tu gardes l'autre, et puis t'as 10 000 $ de côté. Ouais. Et puis après tu décides. Voilà, c'est que des petits choix à la fin. Donc c'est des choix, mais ça veut dire que tu t'es autofinancé? Ouais, la plupart. Ok. Ouais. Combien ça coûte un bateau? Bah ce bateau-là, il était 60 000 €. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Donc t'as pas intérêt à le casser, quoi, ouais. Ouais, faut pas envie de le perdre. En fait, tu rationalises tout, quoi. Tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, je vais payer 60 000, mais je le revendrai 30 000. Ah oui. Tu vois. Mais en fait, Tu le vends pas. tu le vends pas parce que tu te dis, je pourrais faire une autre traversée. Et je le connais, ce bateau. Ah ouais. Ah ouais, donc du coup, toi, ton modèle économique, ça a été de l'autofinancement. T'as payé ton bateau, et puis après, t'as essayé, j'imagine, de chercher. Parce que t'as J'ai des sponsors. Ouais, t'as les sponsors. Ouais. Mais du coup, tu vides ça, t'es salarié. Enfin, c'est quoi ta vie autour de cela? Parce que j'imagine que ça, bah, c'est coûteux. Il faut que tu vives de ta passion. Ouais. Tu bosses à côté. C'est quoi ton... Ouais. Alors moi, j'ai un master. Hein. J'ai fait une école de commerce, Ouais. le CPEAP. Donc je parle 6 langues couramment. Ah ouais. J'ai beaucoup voyagé. Donc normalement, je devrais être directeur de filiale, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, pendant 10 ans, j'étais responsable de filiale Ok. pour une boîte française et je travaillais dans le vin, Ok. dans l'œnologie. Et après, c'est des choix. Si je veux pouvoir partir 3 mois, qu'est-ce que je fais? Il faut un métier qui me permette de partir 3 mois. Clairement, Puis ouais. après, tu peux accumuler tes vacances, mais aux États-Unis, tu as 10 jours de vacances par an, quoi. Donc, voilà, c'est pareil, c'est des choix. Alors, j'ai changé de métier et donc, je m'occupais d'une petite boîte qui faisait qui enseignait à faire de la voile. Ok. Et la simple raison, c'est que, bon, bah, en hiver, à San Francisco, il n'y a pas de gens qui veulent faire la voile, le vent est pas très constant, donc c'est 3 mois où le business est très saisonnier, diminue. Et donc, j'ai parlé au propriétaire, il m'a dit, OK, bah, si tu veux partir pendant 3 mois. Et donc, voilà. Okay. Donc, j'accepte d'être payé moins, parce que, bien sûr, si tu veux augmenter dans ta carrière, ouais, c'est des choix, c'est pas facile, hein. Mais c'est parce que c'est ton grand âge, on a le même âge, alors je me permets. C'est finalement t'as 48 ans. J'en ai un de plus. Donc c'est ton expérience, ton âge, le fait de passer sur les 50 ans qui fait que tu te dis mais en fait en vrai j'ai encore de belles années devant moi et je veux en profiter. Tu vois, il y a souvent finalement cette montée en puissance et puis à un moment donné on se dit OK. Ouais. C'est quoi le sens de ma vie, quoi? On est là-dedans ou pas? Ouais, là, c'est une période de transition. Là, je me dis, est-ce que je continue Après, t'as un espèce de virus quand même. Hein. Parce que la sensation de te sentir libre et vivant que t'as sur l'océan, et notamment le côté spirituel, où c'est très très fort, c'est dur de l'avoir sur Terre, quoi. Et t'as la mer qui te rappelle. Ouais. C'est bateau, hein, de le dire. C'est le cas de le dire. Mais ouais, il y a quelque chose, tu vois. Alors pour l'instant, là ça fait 3 mois que je suis rentré, que je suis arrivé en Martinique. Je ne me permets pas de repenser une nouvelle aventure, parce que c'est un peu le défaut. T'arrives, c'est tellement intense, et tu dis maintenant quoi? Et t'as envie de repartir sur un autre projet direct. Mais c'est pas la bonne approche. Ce qu'il faut, c'est pouvoir digérer. Donc pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, le temps qu'il faut, jusqu'à ce que tu ressentes cette petite flamme qui te dit allez, j'aimerais bien repartir, ou bien j'aimerais bien pivoter, faire autre chose, voilà. C'est bien, j'allais poser cette question de comment tu fais pour redescendre, mais avant dont tu as répondu en partie, mais quand tu arrives en Martinique là, t'as des gens, t'arrives un peu incognito, enfin comment tu gères ton arrivée en fait? Est-ce que vraiment c'est la fête ou pas, ou vraiment t'es dans une aventure un peu solo? En fait, bah il y avait toute la famille déjà. Ouais. Tu vois, mon frère Sylvain qui m'a beaucoup aidé pour toute la traversée était là avec sa petite amie, et puis voilà, t'as la famille, et puis on essaie de faire quand même quelque chose de sympa. Ouais. T'arrives et puis t'as quand même des flares, et allez, c'est la fête. Hein. Minimum. Y a personne. Ce bordel. Je suis arrivé en Martinique, c'était le jour du carnaval. Ah ouais, pas mal. Donc ils ont créé le carnaval pour moi. Ouais, c'est quand même sympa. Ouais, c'est pas mal. Ouais. T'arrives, tu te lèves, tu te casses la gueule parce qu'en fait t'as pas marché, parce que t'as pas marché pendant 3 mois. Donc du coup, quand t'arrives, j'imagine que t'es
t'es gaulé du haut parce que le buste, les bras, tu rames, mais le bas, enfin les jambes, c'est un perdu. peu le contraire du mal de mer. En fait, c'est pas le mal de terre, mais t'as les pieds marins. Donc, en fait, tout bouge. Ouais. Le cerveau s'est habitué au mouvement permanent. Donc, tu regardes la maison, elle bouge là. Mais ça dure 24 heures. Après, c'est sûr qu'il faut que je me tienne à l'épaule des amis, quoi. Mais c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Mais comment ils te regardent tes enfants? Tes enfants, j'imagine qu'ils disent... comme un père normal. Oui. Ils se rendent pas compte. Ouais, ils se rendent pas compte? Non. Ouais, vraiment pas? Ouais. Alors, quand il est parti pendant 3 mois, ils se disent bien quand même. Attends, le premier record Guinness, j'arrive et je leur montre le bouquin, là. Ouais. Et ils préféraient le mec qui a cassé des pumpkins, tu vois comment tu dis, les citrouilles. Ouais. Oh, regarde, il a cassé 20 citrouilles avec la tête en 1 minute. Ou la femme avec les ongles hyper longs. Ah oui, t'es oui, t'es de ce genre de truc en fait. Bah c'est le record Guinness quoi, enfin le bouquin quoi. Ouais, c'est ça. Et moi c'est 3 lignes en disant il a traversé avec ta photo. Bref, allez, on va regarder le. Ah ouais, le mec qui casse la tête. Ouais. Mais alors du coup, le Guinness, pareil, tu perçois un peu d'argent de leur part. Non, pas du tout. Zéro. Ouais, c'est juste pour le plaisir. Je suis dans le Guinness quoi en fait. Ouais, et je l'ai fait en fait. Ouais, alors c'est bien quand même pour les sponsors parce que. Ouais. C'est une reconnaissance quand même. C'est quand même une reconnaissance. Ouais. Donc les sponsors, je sais pas si tu peux les citer, mais c'est les sponsors qui vont chercher quoi finalement? La visibilité. Alors un petit peu, mais pas trop. T'as de tout, hein. Ouais. Alors, moi, mon sponsor français, c'est une holding du Nord de la France. Vas-y, on peut. Qui m'a dit, ouais, mais en fait, il m'a demandé de pas le faire. Simplement parce que il est tellement altruiste qu'il a dit. Nous, on va te sponsoriser, mais on voudrait que tu soutiennes, c'est l'anglicisme, hein, tu vois, que tu soutiennes une association qui nous est à cœur. Ok, très bien. On va trouver cette association, mais... et c'est celle-ci qui sera affichée. Voilà, c'est Clubhouse. Donc c'était pour promouvoir la santé mentale. Okay, ouais. Il y avait une corrélation très facile qui était à faire entre moi, la santé mentale que je devais avoir, l'immunité mentale et la capacité à faire face à des difficultés mentales et cette problématique que Clubhouse essaie de régler, qui est en fait à partir du moment où tu as des problèmes psychiques, comment est-ce que tu fais pour te rétablir dans une vie normale. Voilà, donc ça c'est trop beau de dire ok on va t'aider parce qu'on trouve que ce que tu fais c'est top et promouvoir cette ouais parce que c'est quand même en plus de ça la santé mentale c'est vraiment c'est le sujet du moment sujet c'est tellement important mais avec le Covid nos jeunes ça a explosé puis les réseaux sociaux la prochaine génération au secours. Ouais. Ton expérience peut aider justement à travailler sur la santé mentale des jeunes où finalement ils voient ça loin en disant tu sais, moi, j'ai pas la théorie. J'ai appris la théorie pour me préparer. Ce que je peux faire, c'est témoigner en disant voilà ce que j'ai fait dans tel cas. Et puis, tu sais jamais comment t'es inspiré. En fait, tu sais jamais qui va t'enseigner quoi. En fait, tu prends à droite à gauche. Donc, je fais beaucoup de témoignages en école, au collège. J'adore essayer d'inspirer les enfants. Transmettre. Ouais. Ça fait partie de mon projet en intégralité. Oui, parce que du coup, les enfants, j'imagine que tu diffuses des images, des photos, voient quand même effectivement l'immensité du projet. Ouais. Et puis les enfants, ils ont des étoiles tous les yeux. Alors à 25 ans, après mes études, j'ai fait un tour du monde d'1 an sac à dos. Et je suis allé. Je l'avais pas celle-là. Et donc j'ai été à Saint-Gain, dans mon petit village. Et puis avec mon sac à dos, tout simplement, j'ai été à l'école et j'ai mon sac à dos sur le bureau. J'ai mis la carte du monde et puis je vais faire ce tour, 20 pays, 5 ans après, il y a un gars du village qui vient, j'étais en Californie déjà, avec son vélo et 2-3 potes, et il dit c'est toi qui m'as donné l'étincelle quand t'es passé. Excellent. Non, je m'en souvenais plus. Enfin tu sais pas qui tu vas inspirer. Donc moi ça fait partie intégrale avant mes expéditions et après d'en parler à qui veut l'entendre. Et d'inspirer des gens. Et puis voilà, tu sais pas qui. Après, ça fait effet domino parce que eux, ils faisaient le tour du monde des microcrédits pour voir quels étaient. Voilà. Et puis ils communiquaient avec des écoles eux-mêmes, tu vois. Et donc ça, c'est super de voir que tu donnes un petit coup de positif et puis après ça s'emballe quoi. Comment on fait pour devenir le Mike Horn donc Cyril Desremeaux n'est pas le Mike Horn, en tout cas dans la médiatisation. Je sais pas si c'est une injure que je te fais là, mais je crois pas. Comment tu est-ce que t'as envie de devenir le Mike Horn finalement
l'aventurier un peu comme ça sur ton créneau, ou deux, c'est pas une quête, ou c'est pas une quête tout court, et deux, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de travailler ta visibilité justement pour être top of mind, quoi, quelque part. Ouais. Alors après, t'es pas une célébrité du jour au lendemain. Ouais. Ça pourrait être bien, oui, parce que si je peux en vivre, je fais des conférences, je voyage, puis surtout de l'impact que tu peux avoir sur les gens. Sur les gens, ça me ferait énormément plaisir. Après, il y a tellement de choses à mettre en route. Alors là pour l'instant, tu vois, j'ai fait 3 océans. Je peux vivre de mes conférences, donc ça c'est déjà bien. Alors je suis en train d'écrire un bouquin. Ensuite, il y a un TED Talk qu'il faut faire. Et puis après, au fur et à mesure, ça va faire effet boule de neige de soi. Ou si ça ne le fait pas, bon, il faut continuer à travailler à côté. Donc c'est ce processus que tu as mis en place depuis une bonne dizaine d'années qui fait qu'à un moment donné, effectivement, t'acquiers en fait des expériences, des éléments forts que tu partages et qui font que finalement ça peut devenir ton métier à temps plein, quoi, en fait. C'est ce que j'aimerais bien. Mais après, de dire je suis aventurier professionnel, c'est autre chose. Mais c'est clair. En plus, c'est pas un statut. Enfin, je veux dire, je pourrais très bien dire, moi, je suis aventurier professionnel. Et puis, y a pas un registre des métiers qui dit, il est aventurier professionnel. Non, mais après, j'aime ça, quoi. Tu vois, le travail idéal, c'est de faire quelque chose t'as même pas l'impression de travailler, quoi. Ah, si je travaille sur une expédition, mais je suis à fond dedans, je me réveille à 4 heures du mat, je fais des documents Excel, il faut que j'étudie telle mer, tu vois, je crée une équipe autour de moi, t'es motivé, tu le sens, quoi. C'est ça, là, tu te sens vivant, quoi. T'es présent. Ouais. Pendant ces traversées, t'écoutais de la musique? Ouais, bien sûr. T'écoutais quoi, du coup? Alors moi, je suis éclectique, hein. Tout ce qui passe? J'ai habité 1 an en Espagne, 1 an en Angleterre, 2 ans en Italie. J'ai habité 1 an et demi en Argentine, 6 mois au Brésil. Donc tu prends toutes les musiques, j'ai de la musique hachée du Brésil, j'ai de la sevillanas du sud de l'Espagne, j'ai la musique italienne. J'ai habité 1 an en Arkansas, en États-Unis, donc j'ai mis la musique country. Donc j'utilisais la musique, mais ce qui est intéressant, c'est comme je l'ai utilisé. Comment je l'ai utilisé? Au début, je l'écoutais toute la journée, et puis après, je me suis dit. Tu l'écoutais plus finalement au fur et à mesure. Ouais. Et surtout, j'en profitais plus. Donc, je me suis imposé une discipline qui était les premières 2 heures de la journée, je ramais. Là, je voulais être connecté avec l'océan, tu vois, profiter du moment. Et après, j'utilisais de la musique les 2 dernières heures de la matinée. Et après, pareil l'après-midi. Pendant 2-3 heures, pas de musique. Après, j'ai musique, mais c'est podcast, audiobook, etc. Et après, je me disais, ok, c'est bon, là, il est 3 heures, il me reste 2 heures, je mets de la musique, et puis t'écoutes les inconnus, et puis t'écoutes, tu vois, des trucs qui te font marrer, quoi. Et c'est la journée, elle est passée vite fait, quoi. Ouais, j'imagine. Cyril, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Passionnant, on voit que t'as eu plein de vies, en fait. S'il y avait un message que tu aimerais faire passer aux jeunes, là, tu vois, qui sont justement dans une période un peu complexe, la santé mentale, les conflits, en veux-tu, en voilà, enfin bref, les gamins, au secours. Quel serait le ou les messages que tu aimerais leur faire passer? Oser. Ouais. Et vas-y, fais-le. Ouais. Faut pas se poser trop les questions, quoi. Si t'as un truc qui t'emballe, tu sens l'envie de le faire, que ce soit, allez, chanter, peindre, faire ce que tu veux. En fait, faut faire ce que t'aimes, quoi, c'est tout. Just do it. Et ose, let's go. Ouais. Comme dirait Nike, just do it, en fait. Ouais. Juste fais-le, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de tes aventures là? Est-ce que finalement, t'as fait des trucs un peu incroyables. Quand on t'entend parler, t'as voyagé partout, à droite, à gauche, t'as fait un tour du monde en sac à dos, t'as fait 3 traversées, t'as envie de faire plein de trucs. C'est quoi le dénominateur commun? Si t'avais un truc à retenir, ça serait quoi finalement de tout ça? Que la vie est belle. Ouais. Ouais, c'est vrai, faut y aller, quoi. En fait, je veux vivre la plus belle vie que je peux imaginer pour moi-même. Alors, c'est quoi cette version pour toi? C'est tout. Pose-toi cette question. Parce que le problème serait de vivre une vie qu'on n'a pas choisie vraiment. Tu vois, t'as toutes ces forces de la culture, qui te font faire une vie. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire, quoi? Et puis après, si parfois il faut donner un coup de pied dans la fourmilière en disant finalement c'est pas ça que je veux et je vais changer. La transition est dure, mais derrière. Mais du coup, et c'est ok, hein, c'est pas une critique en soi, mais il y a une approche un peu égoïste quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Tu vois, c'est qu'en fait, on se recentre sur soi-même et on pense avant tout. Mais oui, mais est-ce que c'est mauvais finalement? Enfin, David Bowie, il aurait pas été ce qu'il était s'il était
bon bah je vais rester à la maison quoi, parce Ouais. qu'on me dit de faire ça. Tu vois. Enfin après, ça dépend où tu te Il positionnes. faut s'écouter, ouais, mais il faut être un peu égoïste pour se dire, ok, je vais Ouais. partir 3 mois à l'aventure et vivre mon truc, quoi. Ouais. Et c'est ok en fait, il y a pas de si C'est la l'environnement est passion. ok, c'est ok. C'est ta décision. Est-ce que tu veux vivre une vie de passionné? C'est ta décision. Ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, merci Cyril, on te retrouve sur quoi alors, sur les réseaux sociaux? Ouais. LinkedIn. Après, mon nom il est assez unique, donc tu mets Cyril Desremaux, il faut bien l'écrire. Desremaux. Tu me trouves. D-E-2-R-E-U-M-A-U-X. Et on te retrouve, donc tu fais des conférences dans les entreprises. Sur LinkedIn, on te contacte pour justement faire des conférences sur LinkedIn. Ouais. T'écris prochainement un bouquin. Ouais. Et puis la prochaine aventure, Et puis, elle va venir. Ouais. elle va venir, ouais. Tu nous Il y en l'as aura dit. une d'ici 2 ans. Bon, très bien. Ouais, et le rêve, il est là. Bon, super. Merci Cyril, merci d'avoir participé Merci, à Laurent. la Learning Expedition Hauts-de-France. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis suivre Cyril et ses aventures. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.